confinement exclusivement pour les non-vaccinés. La liberté bafouée, la liberté qui est pourtant un sujet fondateur de la droite, comme Loïc Hervé l'exprime bien dans cet article d'Atlantico. La tribune collective, ensuite au Figaro il y a quelques jours, de 20 sénateurs LR et apparentés, appelant à la suspension immédiate du pass vaccinal, est une réaction, certes. Ils disent le gouvernement doit arrêter d'emmerder les Français avec des mesures politiciennes dissimulées derrière des prétextes sanitaires. Donc certains diront voilà, elle est là la droite. Oui, mais pourquoi si tard et pourquoi si peu? Comment Valérie Pécresse peut, elle, soutenir le pass vaccinal et soutenir même l'idée de confinement exclusif pour les non-vaccinés? La droite libérale a-t-elle oublié les libertés fondamentales au profit de partis plus extrémistes? Comment expliquer qu'aujourd'hui ceux qui défendent les libertés sont positionnés à la marge, de gauche comme de droite? C'est un peu le sujet de cette table ronde qui a été soulevée à partir des tweets et des articles de Loïc Hervé qui est avec nous. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Vous êtes donc sénateur de Haute-Vendée et du groupe Union des centristes et membre de la CNIL également. Et nous sommes également avec Guylain Benessa. Bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes docteur en droit, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur de ces 2 livres, L'état de droit à l'épreuve du terrorisme et ce dernier pour lequel nous vous avions reçu, Le totem de l'état de droit aux éditions de l'Artilleur. Alors peut-être je vais donner la parole à Loïc Hervé puisque c'est vous qui avez introduit ce sujet finalement. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer votre questionnement et peut-être aussi préciser tout de suite que vous aviez lancé cet appel avant le grand meeting de Valérie Pécresse. Vous attendiez quelque chose d'elle et vous avez été dessus, vous l'avez retweeté derrière. Écoutez, Clémence, c'est très simple. On est à 2 mois de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, dans le contexte actuel du débat politique en France, il s'agissait de proposer à la droite modérée, au centre droit auquel j'appartiens, une ligne politique claire pour que, dans ce débat, nous existions un tant soit peu, à la fois sur la question du débat des idées, et ça c'est toujours important, mais aussi dans le champ des possibles, c'est-à-dire dans le champ des propositions concrètes pour nos compatriotes. Et la pression montait la semaine dernière pour savoir quelle devait être la ligne employée par Valérie Pécresse, dans un moment de la campagne où il était nécessaire qu'elle affirme à la fois qui elle est et qu'est-ce qu'elle propose pour le pays. Et force est de constater que je n'ai pas été entendu et que la question centrale aujourd'hui pour moi dans le pays, au-delà des questions économiques et sociales qui ne sont pas neutres, notamment liées au pouvoir d'achat, c'est pour moi la question des libertés publiques. Comment dans la société de l'après-pandémie et de l'après-Covid, on restaure des libertés, voire on reconstruit. Je parlais d'un grand récit sur les libertés publiques, c'est comment les pouvoirs publics, l'exécutif, le Parlement, les collectivités territoriales peuvent être un lieu de restauration des libertés. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de central. Si on ne le fait pas, comme je le disais, eh bien sur les mesures sanitaires, on restera sur ce que Emmanuel Macron a décidé, et sur le sécuritaire, on aura énormément de mal à contester le leadership d'Éric Zemmour qui aujourd'hui imprime complètement le tempo. Je ne partage pas l'essentiel de ces idées, mais je constate que c'est lui qui a la main sur les propositions en termes d'immigration et de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites que ça devrait faire partie de l'ADN de la droite, de se lever aujourd'hui, de défendre vous dites, ce grand récit sur les libertés. Vous citez notamment Tocqueville, vous ne citez pas de la démocratie en Amérique, mais c'est dans ce livre en particulier qu'il défend la liberté, qu'il dit attention à l'État-providence, à cet État interventionniste. Et je vais citer un extrait de son livre. Il s'agit d'un appareil politique, quand il parle de cet État interventionniste, absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux, un appareil politique détaillé, régulier, prévoyant et doux, sous le couvert de la volonté populaire, finit par effacer la liberté individuelle. Il dégrade les hommes sans les tourmenter. Je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'on est en plein dedans. J'ai cité Tocqueville à la fin d'une de mes interventions au Sénat avant l'adoption par notre Chambre du pass vaccinal. Pour bien replacer les choses, Tocqueville, c'est assez ancien, ça a plus de 200 ans. Et oui. Et c'est tout à fait contemporain en termes quand nous regardons ce que nous vivons, vous avez raison. Au-delà de ça, vous avez aussi l'affaissement de tous les corps intermédiaires et tous les corps de contrôle. Donc aujourd'hui, dans notre pays, qui peut proposer aujourd'hui la défense des libertés? Vous avez ce qui se passe au Canada est éclairant. Pourquoi? Parce que c'est l'Amérique du Nord et que Tocqueville s'est intéressé à l'Amérique du Nord. Mais l'Ontario vient de décider la fin du pass au 1er mars. Tout à fait. Et le gouvernement fédéral vient de décider l'emploi de la méthode forte. Donc vous voyez, on est dans une période charnière où il faut que les candidats à la présidentielle
quels qu'ils soient, les grands, les petits, aient un rapport à la question de la liberté, à la restauration des libertés. Et si dans notre pays, on est trop peu nombreux à le dire, vous l'avez rappelé, c'est parce que les libertés sont tellement rentrées dans notre quotidien qu'on n'a plus du tout cette culture de l'histoire des libertés Et publiques. de la protection, de sa protection. Oui. Absolument, pour se rendre compte du prix qu'elles ont. Je siège à la CNIL, qui est une institution qui a 40 ans. Vous voyez, ça donne une idée du fait que elles sont tellement quotidiennes que finalement, on est presque prêt, alors là c'est plutôt Étienne de la Boétie, mais on est presque prêt à concéder une part de ces libertés pour retrouver un peu de sécurité. Et ça, c'est une erreur à la fois philosophique, mais c'est une erreur politique qu'on risque de payer très cher et que la droite à laquelle j'appartiens risque de payer très cher à très court terme. Et là, vous parlez de sécurité, c'est un sujet que connaît bien Ghislain Benessa, puisque dans votre premier livre, Ghislain Benessa, vous avez écrit l'état de droit à l'épreuve du terrorisme. Et c'est vrai qu'on voyait à force d'état d'urgence sur état d'urgence, notamment sur ces questions de sécurité face au terrorisme, on voyait les libertés fondamentales se réduire elles aussi comme peau de chagrin. Oui, mais alors, je suis totalement d'accord et entièrement en désaccord avec ce qui a été dit par monsieur le sénateur. Je m'explique. Sur le fait que les libertés sont entrées un peu dans le champ du commun, parce qu'en fait, on a l'impression tous de vivre dans une démocratie libérale depuis maintenant longtemps, en oubliant d'ailleurs que la démocratie libérale est pas si lointaine que ça. Je veux dire, en fait, on a mis du temps à la concevoir, à la bâtir et à la chérir et à la préserver. Donc, mais en fait, on vit dans cette démocratie libérale, elle est maintenant installée, donc on pense qu'on l'a ad vitam aeternam. Mais je pense que ce qui se joue sur la question de la non-sortie, on va dire, de cette époque de suspension par le biais du sanitaire ou du tout sanitaire, ce qui se joue, en réalité, c'est la disparition, pour moi, justement, d'un libéralisme classique. Oui. C'est-à-dire que... je pense que Loïc Hervé est d'accord avec vous là-dessus. Oui, mais là je suis d'accord, parce que c'est ce que je disais, je suis totalement d'accord et aussi en désaccord. Je m'explique parce que j'estime justement que les partis qui devraient défendre le libéralisme classique, notamment les LR, ne le font pas et en fait depuis très longtemps. Parce que si on fait un si on fait un parallèle entre d'un côté la question des libertés dans la crise sanitaire et la question des libertés économiques au sens large par exemple, on constate que depuis 40 ans, on parle énormément des libertés, notamment économiques. On a beaucoup dit qu'il fallait adapter le pays à des transformations libérales et économiques nécessaires. En tout cas, c'est un discours que les LR tiennent depuis longtemps, et Macron d'ailleurs l'a porté largement en 2017 et il ne manquera pas de le porter en 2022. Mais par contre, la liberté, j'allais dire grégaire, la liberté grégaire, c'est celle sans normes, c'est celle sans règles, c'est la liberté de l'individu qui décide pour lui, qui fait son propre choix, qui défend sa vie privée et qui justement ne veut pas que l'État soit intrusif dans ce qui constitue sa propre vie à lui, mais sur tous les sujets. Je parle notamment du fait de plus en plus qu'on essaye de légiférer ce qui se passe concrètement dans la vie des individus au niveau intime. C'est toute la question du transhumanisme, c'est toute la question aussi des réformes même sociétales comme l'IVG qu'on veut allonger. En fait, on essaye de tout normer, de tout légiférer, de tout prendre en compte par des règles. Et le Covid, pour moi, et c'est là où le désastre du début, c'est-à-dire le fait qu'on ait mis une sorte de couvercle du confinement un peu sur tous les sujets, on se rend compte qu'on n'en sort pas parce qu'on a maintenant on a une forme d'hubris de la règle. Alors je dis ça parce qu'évidemment, en tant que juriste, c'est mon sujet, ça me passionne et ça m'effraie un peu, mais aussi parce que je vois qu'il y a globalement une inflation normative et qu'on a un mal fou aujourd'hui à en sortir. Et quand monsieur le sénateur disait à l'instant effectivement qu'il notamment il connaît bien le fonctionnement de la CNIL et ce genre d'organes qui ont un rôle fondamental dans la défense des libertés, ce qui me frappe, c'est ceux-là même, je parle évidemment pas de vous, je dis ceux-là même qui depuis longtemps sont les défenseurs de la liberté, les protecteurs de la liberté, aujourd'hui mettent le doigt constamment sur les libertés qu'il faut rogner sans se rendre compte qu'on est chaque jour en train de les rogner. C'est presque devenu logique d'imaginer que, j'en rajoute, que la liberté est l'exception et que la règle est la norme. Que la liberté est l'exception et que la règle c'est la norme. C'est pour ça que personnellement, je suis presque ravi qu'existent des manifestations comme celle du convoi de la liberté, bien qu'en France on puisse vraiment discuter longtemps de la pertinence d'un tel mouvement par rapport à l'histoire des truckers, je veux dire au sens nord-américain, mais tout de même ça veut dire qu'il y a des gens qui réclament de façon un peu confuse stop aux règles, stop aux normes, quelles qu'elles soient, sur tous les sujets, sans même besoin d'en avoir fait un système. Vous voyez, sans même besoin d'en avoir fait un système. Alors,
Guylain Benessa et Loïc Hervé, on va continuer ce débat absolument passionnant sur où se trouve la liberté aujourd'hui et par qui est-elle défendue. Mais il est 8 heures pile sur ligne droite et c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. La menace d'une invasion russe en Ukraine continue d'inquiéter l'Europe. Pour Jean-Yves Le Drian, tous les éléments sont réunis pour une offensive militaire russe. Pas moins de 39 pays, dont la France, ont appelé leurs ressortissants à ne pas se rendre dans le pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz, de son côté, s'est rendu en Ukraine hier pour rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky. Au menu des discussions, le manque d'informations de la part de Vladimir Poutine sur les déplacements de troupes russes à la frontière ukrainienne. Olaf Scholz qui poursuit aujourd'hui les efforts diplomatiques vers la désescalade avec la Russie à Moscou. Et de son côté, le G7 promet des sanctions aux conséquences économiques massives contre la Russie si elle ne montre pas des signes immédiats d'apaisement, même si Moscou affirme qu'il existe une solution diplomatique pour calmer ces tensions. Hier matin et pour 4 semaines, la Cour d'assises spéciale de Paris se replonge dans l'horreur de l'attentat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Oui, dans le box des accusés, 3 hommes, 3 proches des assaillants de Jacques Hamel, ce prêtre égorgé dans son église en pleine messe le 26 juillet 2016. Ils sont soupçonnés d'avoir su et soutenu le projet des 2 djihadistes et d'avoir voulu partir rejoindre l'État islamique. Hier, Farid Khelil est le premier accusé à s'exprimer. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Ce costume est trop grand pour moi, lance-t-il à la cour. Le 4e homme, un propagandiste de l'État islamique, est jugé mais présumé mort en Irak. De leur côté, les victimes et leurs proches n'attendent pas d'excuses mais veulent comprendre ce qui a mené à cet attentat. Non à l'usine éolienne de Saint-Brieuc. Plusieurs collectifs de citoyens bretons s'opposent à la reprise du chantier de forage du parc éolien à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor. Sur notre antenne, Catherine Boutin, membre du collectif Pulse pour un littoral sans éolien, parle d'une déclaration de guerre au littoral. C'est un vrai scandale, hein. C'est une véritable déclaration de guerre que M. Macron est en train de faire aux pêcheurs notamment. Et puis à la mer. Mais il est en train de complètement détruire le littoral. C'est un vrai scandale. Catherine Boutin, membre du collectif pour un littoral sans éolien sur le projet de Saint-Brieuc, un projet de 62 éoliennes installées en mer produisant 1 jour d'électricité par an selon les prévisions de la Commission européenne. Et puis un mot de sport avec la France qui obtient sa 11e médaille aux Jeux Olympiques de Pékin. Oui, la dernière en date, une médaille d'or pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace hier. Seule récompense qui manquait à leur palmarès. Actuellement, c'est la course du relais masculin en biathlon qui a lieu. Le Français Fabien Claude est à la 11e place après 2 loupés sur les tirs d'entrée et 1 sans faute sur le tir debout. Et on finit par un point météo, Emmanuel Noël. Aujourd'hui, le ciel sera de nouveau chargé en précipitations avec des risques de neige en montagne. Dans l'après-midi, nous attendons de 8 à 10 degrés du Grand Est à la Bretagne, en passant par le centre et la région parisienne. 12 degrés pour la Provence et la Nouvelle-Aquitaine et jusqu'à 13 degrés sur l'Occitanie. Merci beaucoup, Emmanuel Noël. Mais pourquoi la droite ne s'empare-t-elle pas d'un grand récit sur nos libertés? C'est la grande question qui a été posée par Loïc Hervé et nous en débattons avec Guylain Benessa dans notre table ronde. C'est un vrai scandale, hein. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et nous sommes toujours avec Loïc Hervé, sénateur de Haute-Vendée, membre du groupe de l'Union des centristes et membre de la CNIL également, vous le rappeliez, Loïc Hervé. Nous sommes aussi avec Guylain Benessa, docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur de ces 2 livres, L'État de droit à l'épreuve du terrorisme et Le totem de l'État de droit aux éditions L'Artilleur. Loïc Hervé, peut-être vous souhaitez répondre à Guylain Benessa qui nous disait que ceux-là même qui devraient défendre la liberté, ce qu'il appelle la liberté grégaire, sont aujourd'hui ceux qui défendent le règne de l'exception en fait à la liberté. Oui, mais d'abord, Clémence, je suis sénateur de Haute-Savoie et pas de Haute-Vendée. Ah pardon, oui, non, mais oui, bien sûr. Sénateur de Vendée, j'ai beaucoup de non, mais bien sûr, non, mais c'est même familiales en Vendée, mais je ne suis qu'un non, mais tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est moi qui délire là. En plus, je le sais très bien. Non, mais au-delà de la plaisanterie, non, je trouve l'échange avec vous, monsieur, extrêmement intéressant et évidemment, je partage. C'est ce que vous dites. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de déjeuner avec Gaspard Koenig qui va s'engager dans l'élection présidentielle et même si je ne partage pas toutes les options qui sont les siennes,
en tout cas sur la question propre des libertés, ce que vous avez évoqué, le fait de mettre ce débat dans l'élection présidentielle me paraît absolument central. Et moi, je m'interroge moi-même en tant que parlementaire, bien sûr, mais j'interroge la relation que nos compatriotes ont avec cette notion de liberté. Vous avez raison au singulier, et aussi au rapport qu'on a sur les libertés au pluriel, y compris les libertés économiques. À l'instant précis, on va devoir retrouver, j'imagine, une vie beaucoup plus normale. Et en fait, c'est effarant de voir dans le discours de dimanche de Valérie Pécresse combien cette notion même de liberté est absente du débat. Et on est sur un retour à une forme d'État qui finalement est extrêmement daté. Et cette espèce d'État un peu liquide qui va aller partout dans les endroits où il y a de l'espace, c'est extrêmement inquiétant. Et on devrait avoir plutôt une logique de repli avec une décentralisation, clarification des compétences avec les collectivités territoriales, avec un État qui dit ce qu'il fait et qu'il dit ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il ne fait plus, c'est-à-dire qu'un État qui est en retrait. Et le simple fait de tenir ce discours-là, vous passez pour quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Alors que c'est le fond du débat aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup de mal vis-à-vis de mes collègues pour lesquels j'ai de l'estime. J'ai même de l'estime personnelle pour Valérie Pécresse. C'est pas le sujet. C'est qu'il faut absolument, dans les 2 mois qui restent, que ce débat soit mis au cœur de la présidentielle, faute de quoi, moi je sais très bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est le président de la République qui, au moment de son annonce de candidature, va annoncer des mesures d'assouplissement des contraintes aux libertés publiques, va, comme il sait très bien le faire, dessiner des perspectives pour le mandat, et qui va être celui qui aura d'une certaine manière contraint, mais qui aura affranchi. Et donc ça, c'est ce risque-là, il est devant nous, tout le monde le sait. Et puis, on ferme les yeux et on est sur le sanitaire, je le répète, sur le sanitaire, on ne conteste pas la politique menée, et sur le sécuritaire, on est dans un débat avec une forme de surenchère avec Éric Zemmour. C'est pour moi le meilleur moyen de disparaître du jeu politique que de continuer à faire ça. Mais Loïc Hervé, est-ce que ce que vous dessinez, c'est pas finalement l'abandon des valeurs politiques de la droite, on parlait notamment des libertés, pour aller vers une forme de gestion, mais comme on le voit aussi avec Emmanuel Macron, c'est pas seulement le fait de la droite, un parti gestionnaire cela explique aussi qu'on arrive dans le tout normatif, c'est-à-dire qu'à chaque problème, une règle. Sans fixer des caps, en fait. Est-ce que c'est pas le dessin, le symptôme, on va dire, de cet état, enfin de ces partis, de l'abandon du politique pour le gestionnaire? Alors, hier a été promulguée une loi à l'initiative du Sénat et de deux de mes collègues du groupe centriste, Vincent Delahaye et Valérie Létard, qui est une loi d'abrogation des lois inutiles. Donc, c'est la 2e ou 3e version du texte, et elle a été publiée au journal officiel, je crois, ce matin ou hier matin. Donc ça existe, il y a une volonté des parlementaires de nettoyer. Oui. Mais oui, vous avez raison, on a un rapport à la loi, à la norme, à la nécessité de normer qui est dingue. Et même nous, dans notre travail parlementaire, en tout cas moi-même, je ne dépose jamais un amendement que j'ai moi-même relu, ou dont je me suis posé la question de son utilité réelle. Il y a aujourd'hui des infractions permanentes pour les juristes à l'équilibre qu'il y a entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution sur le domaine de la loi et le domaine du réglementaire. Aujourd'hui, la loi empiète largement sur le domaine réglementaire, mais c'est une erreur majeure. La loi devrait être principielle, elle devrait définir les grands interdits, et au gouvernement et ensuite quelque part au juge d'établir les limites ou la jurisprudence. Mais le Parlement légifère trop, et il légifère trop dans le détail, ce qui rend la loi complètement inintelligible et très difficile d'application par les services et les administrations, ou par les entreprises, les associations, les citoyens. Enfin, et cette grosse difficulté-là, elle nécessite qu'on ait une réflexion là-dessus. Et en fait, on l'a pas du tout. Donc le Parlement légifère trop, mais le gouvernement aussi, avec tous ces projets de loi. Je me tourne vers Guilain Benessa. Ah mais alors le problème, vous disiez à l'instant, et je ne peux que rejoindre le sénateur là-dessus, qu'il faut trouver un équilibre entre l'exécutif, le législateur et le juge sur ce genre de questions. Moi, je vois 2 problèmes quand même centrales. Alors, il y a un problème qu'on expérimente depuis 2 ans,
que je trouve. Alors, je sais que sur l'antenne, notamment chez vous, hein, Clémence, on en a beaucoup parlé, mais globalement, c'est pour moi le sujet central. Hein. Le juge, et je pèse mes mots, le juge s'est couché pendant 2 ans. Et je répète, le juge s'est couché pendant 2 ans. Et il s'est couché au nom même des principes qui devraient être les instruments de contrôle, c'est-à-dire le principe de proportionnalité. On nous a demandé depuis 2 ans si les mesures prises étaient proportionnelles. On parle du masque en lieu extérieur, on parle du pass sanitaire, du pass vaccinal, etc. Ce qui m'a complètement sidéré. Je rappelle que dans un état de droit qui fonctionne, c'est pour ça que je parle d'ailleurs de totem, puisqu'on en parle tout le temps, il y a des garde-fous. Qu'est-ce qu'a fait le garde-fou pendant 2 ans? Il a dit « Ah non, mais en fait, je ne suis pas un garde-fou. Je ne fais qu'appuyer sur le bouton on de ce que produit l'exécutif en fonction d'une épidémie sans même regarder à quoi elle ressemble. » Une chambre d'enregistrement, une nouvelle chambre d'enregistrement. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, globalement, les libertés ont disparu avec l'aval de celui-même qui en devrait être soit le gardien ou le protecteur. Première remarque. Deuxième remarque, si on regarde les choses largement, et du coup je reviens à la fois sur le débat entre la droite, on va dire dure, façon Zemmour, ou la droite libérale, façon républicaine, même si personnellement je trouve ça très drôle qu'on oublie souvent que Zemmour est un libéral, parce que Zemmour ne m'a jamais semblé ressembler à un obscur communiste sorti des années 30. Je veux dire, on présente toujours comme un étatiste dingue, il a toujours été un peu plus mesuré sur ce genre de questions que ça, mais peu importe. Ce que j'estime, et ce que j'observe, si on prend les États-Unis, où il y a eu une vraie bataille entre les anti-pass, les anti-vax, etc., où il y avait des zones entières où les gens ne voulaient pas du masque, des zones entières où on rêvait du masque la nuit, en gros. Je caricature, mais on y est un petit peu. En fait, c'était d'un côté l'Amérique des républicains, notamment trumpistes, et de l'autre côté l'Amérique des démocrates. Mais si on essaye de trouver à partir de là une sorte de ligne de démarcation idéologique entre tout ça, ça signifie que les populistes trumpiens, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, étaient farouchement attachés à leur liberté grégaire dans un sens presque ontologique, c'est-à-dire c'était des vrais libéraux. Rappelons ce que sont des libéraux. Les libéraux au sens classique, je parle de gens comme Locke, je parle évidemment de gens comme Tocqueville, je parle de toute cette dimension anglo-saxonne qui a donné l'essence au libéralisme. C'était des gens qui disaient « je fais ce que je veux chez moi parce que c'est ma propriété, mon domaine et j'en suis le maître et seigneur. Donc il n'y a rien qui doit me limiter. » Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces libéraux classiques ont disparu ou alors sont devenus, les libéraux classiques ont basculé d'une façon un peu composite, populiste et un peu incompréhensible du côté précisément de l'extrême droite ou de la France insoumise, l'extrême droite ou de la France insoumise. Pour ces questions-là, précisément, oui. Pour ces questions-là, non mais j'entends bien. Mais disons que je suis frappé de concevoir qu'en fait, c'est un vrai paradoxe. Les défenseurs de la liberté, c'est quoi? Les défenseurs de la liberté, c'est les libéraux classiques qui ont basculé à l'extrême droite, en tout cas sur les questions sanitaires, sécuritaires, etc. Tout à fait. Mathieu Slama aussi posait cette question, notamment dans son dernier livre. Oui. Aujourd'hui, on se pose la question de quelle est... C'est la question aussi que vous posiez, Loïc Hervé. Pourquoi la droite libérale ne défend pas les libertés alors que ça fait partie de ses fondements, et pourquoi aujourd'hui on retrouve cette défense dans les extrêmes? Honnêtement, j'ai du mal à répondre à votre question. Je pense que c'est d'abord une forme de grand renoncement. C'est-à-dire qu'il y a un choix de dire « ouais, mais finalement, le sujet, il n'est pas là ». Donc, chez mes collègues, j'ai des collègues tout à fait remarquables, sympathiques, qui sont pétris à la fois de bonnes intentions et de belles valeurs. Mais quand je leur parle et quand j'évoque ces questions de liberté et d'équilibre entre la coercition d'État et la préservation des libertés, finalement, ils ne voient pas le problème, en fait. Ils ne comprennent pas, souvent, ils ne comprennent pas de quoi je parle. Et pourquoi j'en ai fait presque une croisade, et en disant, mais finalement, non, le pass sanitaire, par exemple, il est rassurant, il est lui-même une liberté. Vous vous rendez compte, c'est le renversement. C'est le discours du gouvernement. Oui, mais ça a complètement infusé. Je rejoins ce que vous dites, monsieur, sur la question des juges qui ont abdiqué. Alors, ils n'ont pas abdiqué sur tout, parce que moi, pour avoir été rapporteur de la loi sécurité globale, je peux vous dire que sur des sujets régaliens, et bon courage au prochain président de la République, ils n'ont pas du tout abdiqué. En revanche, effectivement, sur la période sanitaire, il y a comme une espèce de consensus dans les juridictions, qu'elles soient administratives ou judiciaires, de dire on laisse le gouvernement avoir la main sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, la période que nous vivons, où objectivement toutes les mesures privatives de liberté sont désormais complètement disproportionnées par rapport à l'état réel de l'épidémie dans le pays, fait qu'il devrait aujourd'hui
prendre des décisions juridictionnelles extrêmement sévères, et ça n'est pas le cas. Donc, cette espèce de consensus continu, les historiens du droit analyseront ça dans l'avenir quand on connaîtra mieux ce qui a été décidé. Il y a quand même 11 textes de loi qui ont été votés en 24 mois. Et pour montrer, vous savez, tout a commencé au début, le 23 mars 2020, quand il y a eu un consensus politique de ne pas transmettre le texte de loi du 23 mars, le premier texte de loi au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas penché sur la première loi sanitaire, et je pense que c'était un vrai risque d'envoyer ce message-là, y compris aux juges. Loïc Hervé, dans les garde-fous, parce qu'on parle du Conseil constitutionnel, il y a quand même normalement l'Assemblée, le débat parlementaire. Alors l'Assemblée nationale, certes, est acquise à la cause des macronistes, puisqu'elle est majoritaire, mais il se pose aussi la question du Sénat et du fonctionnement. On a vu que le pass vaccinal, malgré tout, a été voté au Sénat. Oui, il a été voté au Sénat. Un certain nombre d'amendements sont passés, oui. D'amendements sont passés avec une CMP, vous vous rappelez, qui a failli réussir et qui a finalement échoué à cause d'un tweet, officiellement. Mais ça n'empêche pas que le Sénat mène aujourd'hui un certain nombre d'auditions au titre de son pouvoir de contrôle. De commission d'enquête parlementaire des évaluations des choix scientifiques et technologiques est en train de se saisir de la question des effets secondaires du vaccin. Tout à fait. Donc, il se passe des choses quand même. Tout à fait. Non, mais heureusement qu'il y a la commission d'enquête du Sénat, d'ailleurs, sur ces questions-là. Oui, enfin, je trouve que dans un environnement où je déplore l'absence de contrôle et que je me dis qu'un certain nombre d'institutions ont renoncé, il y a quand même plutôt des bonnes nouvelles et des choses qui se passent. Je pense que le Parlement aurait dû être beaucoup plus fort et beaucoup plus exigeant depuis le début. Mais si je pense que la majorité présidentielle a une responsabilité, et je pense que la majorité sénatoriale, à laquelle j'appartiens, a une responsabilité également de ne pas avoir aussi, à un moment donné, exercé un pouvoir de contrôle beaucoup plus fort. Oui, c'est la question qu'on pose à Guilain Benessa. Oui, alors vous disiez tout à l'heure, juste pour faire le lien avec vraiment le titre en plus de votre table ronde ce matin, les libertés et la droite en quelque sorte. Il y a quelque chose qui me frappe, j'ai oublié, je voulais déjà en parler tout à l'heure, mais quand vous m'aviez invité il y a quelques mois pour la sortie de mon livre, on avait discuté notamment des relations entre libertés, on va dire, ce que j'aime bien l'appeler comme ça, même si c'est un peu les libertés grégaires et d'un autre côté les libertés sociétales. Oui, tout à fait. En fait, je dis ça parce que c'est très curieux, comme on s'interroge depuis 20 minutes à savoir si les libertés sont en train ou non de disparaître. On s'aperçoit, et je dis à dessein, il y a quelques mois, nous discutions ensemble du fait qu'il y avait une campagne de promotion du voile à travers le Conseil de l'Europe qui, à l'époque, avait été avortée. Et la question de l'avortement, enfin la question à l'époque s'était posée de savoir si le port du voile islamique était une liberté au nom de la diversité. Tout à fait. C'était le slogan. Oui, le slogan, voilà, exactement. Oui. C'était le slogan de la campagne. Et là, je vois, depuis la semaine dernière, que la question revient au niveau européen, de savoir si justement il faut ou pas défendre le voile comme instrument de la liberté des femmes. Et là où je m'interroge, je fais le lien d'il y a 3 mois parce que l'actualité en quelque sorte me donne raison, parce que j'étais sûr que le sujet serait de nouveau sur la table. Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a jamais autant défendu les libertés sociétales que depuis environ 2 ans. Depuis le Covid, il y a une explosion des questions sociétales et il y a une explosion du diversitaire sous l'égide des libertés, des nouvelles libertés. Et en même temps, on se demande... Exactement, et on se demande donc si le voile est un instrument de liberté qui fait qu'on a le droit de porter partout et tout le temps dans toutes les circonstances, et donc d'une protection par le juge de ces libertés fondamentales du voile. On a en même temps le juge qui s'assoit tranquille, sans problème, ça passe crème depuis 2 ans sur toutes les dispositions dérogatoires aux libertés grégaires comme la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté de circulation, la liberté de sortir de chez soi. Donc ces bonnes vieilles libertés qui ont été constitutionnalisées dans les années 60, 70, 80, 90 par le Conseil constitutionnel sont aujourd'hui concurrencées par les vraies libertés. C'est un peu terrifiant, mais c'est comme ça, qui elles sont par contre sanctifiées sur l'autel du diversitaire. Donc moi je dis pas que la liberté meurt, je dis ça dépend desquelles. Il y a des libertés qui se portent extrêmement bien, mais il y a des libertés qui manifestement bientôt ne se porteront très mal. Loïc Hervé, est-ce que ce ne serait pas finalement la clé de compréhension de ce qui se passe ? Est-ce que la droite n'a pas dérivé vers la défense de ses libertés sociales, ces libertés diversitaires, on va dire minoritaires, bon, voilà, segmentées, plutôt que de défendre la liberté grégaire, comme l'a défini Guilain Benessa ? Je crois que la droite regarde au mauvais endroit en réalité.
Vous voyez, alors je prolonge un peu cette réflexion sur le débat sur le voile. On a eu un texte sur le voile dans le sport. Un texte sur le sport et le débat à l'initiative des sénateurs sur le voile dans le sport. Et y compris dans le discours de dimanche, le sujet, c'est le voile dans l'espace public, le voile dans le sport, etc. Mais on s'attaque, enfin, on se focalise uniquement sur le symptôme. Moi-même, qui ai été maire d'une commune dans laquelle le gouvernement a fermé une mosquée salafiste avec une école coranique, moi-même qui ai été menacé de mort quand ça a été fait, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est l'infiltration d'une idéologie radicale dans les associations sportives. Ne voir que le symptôme et ne se focaliser sur le symptôme en allant jusqu'à dire Marianne n'est pas une femme voilée, très bien. Sauf que de quoi on parle finalement? En fait, on est toujours en superficie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on regarde les problèmes avec des choses qui peuvent à un moment donné s'exprimer un peu dans les médias, polariser l'opinion, faire un référendum sur pour ou contre le voile, envisager même, comme je l'ai entendu parfois, qu'on aille interdire le port de tout signe religieux dans l'espace public. C'est aujourd'hui à droite, vous entendez un certain nombre de responsables politiques parler de ça, comme s'ils allaient, en interdisant tout port de signes religieux dans l'espace public, régler le problème. Donc en fait, en fait, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il n'y a plus de débat intellectuel à droite depuis longtemps. Et que à force d'avoir une pensée qui fait 140 caractères, une pensée par punchline, finalement, regardez les débats parlementaires. Hein. Dès qu'on fait appel à des notions classiques, dès qu'on fait appel à des notions philosophiques, à des notions éthiques, parfois même, parce que c'est mon cas, à des notions qui relèvent de la spiritualité, et vous perdez 80% des gens. Parce qu'on n'a plus, quand je parlais tout à l'heure d'effondrement des corps intermédiaires, les partis politiques, les familles de pensée ne sont plus des lieux dans lesquels on réfléchit à la société et à ses évolutions. Et donc ça, c'est dramatique, et il faut vraiment qu'on... j'essaierai d'y contribuer, mais je suis un peu tout seul, mais à remettre le débat intellectuel au cœur du débat politique. Et vous essayez d'y contribuer, c'est sûr. On le voit dans vos articles, dans vos appels, justement, à récupérer les récits, à récupérer les fondamentaux, notamment de la droite, puisqu'on parle de la droite. Alors, Guilain Benessa, un dernier mot de la fin. Alors, ce que vous dites, monsieur le sénateur, sur le récit des libertés, je ne puis qu'adhérer. Hein. C'est-à-dire que je ne puis qu'adhérer. Parce que, justement, se dessine dans la politique. Alors, déjà, on a une absence de récit sur pas mal de sujets, ou des récits, comme vous dites, falsifiés en 140 caractères, en quelques caractères. Mais effectivement, je trouve ça étonnant, comme, alors que moi, je suis né dans un environnement dans lequel la démocratie libérale avait totalement vaincu et la liberté était partout et tout le temps. Mais en fait, on n'a plus de récit de ces libertés-là. Et quelque part, je trouve que là, je parlais du convoi de la liberté. Il nous donne un récit sur la liberté. Alors, il peut être contestable dans les formes que ça prend, mais je trouve extrêmement... Moi, je suis, j'avoue, assez enthousiaste par moment, au moins, c'est peut-être à minima, mais au moins qu'il y ait un récit des libertés qui s'organise de façon confuse, hétérogène ou ce qu'on veut, parce que quelque part, c'est également ce que faisaient d'une certaine manière les Gilets jaunes à leur façon sur la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire manifester immédiatement, spontanément, une relation quasi sanguine, un peu violente parfois, mais intègre et spontanée, d'une certaine volonté de défendre les libertés et d'être qui nous sommes. Parce que c'est justement ce couvercle-là qu'il faut faire sauter. Alors évidemment, à un autre niveau, il faut s'en charger autrement. Oui, c'est ça. Ça devrait être relayé par des partis, avec des réflexions de partis, etc. Ah oui, mais écoute, regardez juste, qu'est-ce que dit Éric Ciotti? Éric Ciotti, d'un côté, il s'est fait quand même, en gros, il était le petit Zemmour de Pécresse. Il lui a servi, de façon très habile, à récupérer les gens qui ne partaient pas encore chez Zemmour. Oui. Mais qu'est-ce que fait Ciotti la minute d'après? Il nous explique que le convoi de la liberté, c'est pas bien. Geoffroy Didier, je l'ai entendu dire la même chose il y a quelques jours. Or, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils tapent à bras raccourcis, de façon électoraliste et à mon avis stupide, sur ceux-là même qui quelque part pourraient même servir leurs intérêts. Parce qu'il n'y a pas fondamentalement de raison de taper sur des gens qui défendent un certain récit de la liberté, qui ont juste besoin que leur voix s'entende et s'entende et puisse être récupérée dans le bon sens du terme. Oui. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. C'est absolument passionnant. J'espère qu'on pourra continuer cette discussion. Merci encore Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, évidemment, et membre donc de ce groupe d'Union des centristes, membre de la CNIL, et Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg. Et je cite votre dernier livre, Le totem de l'état de droit, aux éditions L'Artilleur. Merci à vous deux.